Bon, eh ben, bonjour à tous. On va se tenir bien chaud pendant cette conférence. Donc nous, on va vous présenter un retour d'expérience de LESS chez Esker. Donc LESS, c'est quoi? C'est Large Scale Scrum. Et Esker, c'est le nom de l'entreprise dans laquelle on travaille, Samuel et moi. Et merci d'être venus nombreux et nombreuses. On se présente? Oui. Allez. Donc, comme vous l'a dit Stéphane, on travaille chez Esker. Je suis Samuel Chapal. Je suis Scrum Master dans l'équipe SRE d'Esker. Et pour ma part, je suis chez Esker depuis 2 ans et demi à peu près. Voilà, et moi je suis Stéphane Lichtenberger. Je travaille chez Esker depuis plus de 20 ans. Donc quand je suis arrivé chez Esker, c'est assez inhabituel. On était 30 et maintenant on est 1000. C'est pour vous donner une idée aussi du scaling chez Esker. Si vous avez des questions sur l'historique, ce sera pour Stéphane. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Esker? On fait une solution qui automatise les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée de la finance, des achats et du service client. Donc tout ça, c'est fait sur une plateforme SaaS. Et donc ce que vous voyez sur le schéma, alors c'est le slide marketing. Vous voyez 2 cycles. Du côté gauche, le cycle source to pay, c'est-à-dire c'est le cycle fournisseur depuis la recherche des fournisseurs, la gestion des contrats avec les fournisseurs, les achats, la comptabilité fournisseur, les frais. Et côté gauche, le cycle order to cash, donc plutôt le cycle client, depuis la réception d'une commande, la gestion des demandes clients, la facturation, les réclamations et les paiements et la réconciliation des paiements. J'ai rien compris, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà. Tu saurais l'expliquer de façon plus basique. Alors j'ai fait un slide pour les stagiaires de 3e qui viennent faire des stages chez nous. C'est moi. Alors voilà, nous on travaille dans le monde du B2B, donc c'est les entreprises qui font du business avec des entreprises. Évidemment, c'est un peu différent du B2C où vous allez dans un magasin, vous achetez un produit, vous le payez et vous repartez avec. Les entreprises ont trouvé un moyen beaucoup plus sophistiqué de faire du business ensemble avec un flux de documents très compliqué. Donc, il peut démarrer par une RFQ, Request for Quotation, c'est-à-dire une demande de devis. Le fournisseur va répondre par un devis. Ensuite, le client va envoyer une commande qui va être confirmée par une confirmation de commande, un avis de livraison. Puis ensuite, on va envoyer une facture. Potentiellement, le client peut faire une réclamation. Et ensuite, on va recevoir un avis de paiement et une notification de paiement de la banque. Donc notre produit, il traite tout ce flux de documents. Donc il y a beaucoup de dématérialisation. Et aussi les processus qui sont associés à chacun de ces documents, soit du côté gauche, soit du côté droite. Donc par exemple, pour une commande, il va y avoir tout un processus d'achat côté client. Et côté fournisseur, pour une commande, on va vérifier les stocks, la disponibilité des produits, les prix, etc. Bref, c'est simple. C'est beaucoup plus simple. Ok. Et donc, pour faire tout ça et gérer ces processus relativement complexes, vous l'avez compris, on peut vous donner quelques chiffres pour ça, vous situer d'où on parle. Donc, en particulier, donc, on fait partie de la R&D chez Esker. Donc, Esker, c'est vaste, on ne parle que pour la partie recherche et développement. C'est à peu près c'est plus de 200 personnes, la R&D, qui sont essentiellement toutes situées en France, à Lyon. On a aussi quelques membres de la R&D qui sont aux US et en Asie, mais pour l'essentiel, on est en France. Et on est constitué en équipe Scrum et on a environ 30 équipes Scrum. On vous évitera les détails de toute la décomposition de toutes les équipes. Mais c'est pour vous donner une ordre d'idée de taille. C'est 30 équipes Scrum, la R&D Esker environ actuellement. Et ça fait quelques temps que ça dure, cette affaire. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis plus récent dans l'histoire. Mais on en est à plus de 325 sprints. C'est-à-dire que ça fait depuis 2012 qu'on itère et qu'on fait des sprints avec ces équipes Scrum. Alors évidemment, le nombre actuel d'équipes Scrum il était plus petit il y a 12 ans. Oui, alors il y a 12 ans, on a commencé avec 4 équipes Scrum.
Et on a eu une formatrice à qui on a dit, mais Scrum, c'est fait pour une équipe de 5 à 9. Et nous, on est déjà à 4 équipes à travailler sur le même logiciel. Comment on fait? Et elle nous a dit, ça n'a pas d'importance, Scrum, ça suffit. Et avec le recul, c'était pas un si mauvais conseil. C'est-à-dire qu'on a essayé de s'en tenir à ça. Et après, le scaling, ça a été des pratiques émergentes des équipes Scrum. Et petit à petit, on s'est reconnu dans le framework LESS, mais sans forcément partir en LESS dès le départ. Au départ, on a simplement essayé d'appliquer Scrum by the book. Alors, on fait environ 100 fonctionnalités par sprint qui sont mises en production, donc toutes les 2 semaines. Nos clients peuvent hériter d'une centaine de fonctionnalités qui peuvent être activées ou pas. Elles ne sont pas forcément toutes activées à un instant T. On a 3000 clients, 1,25 million d'utilisateurs et 95 millions de transactions. Donc quand on parle de transactions, ça peut être des factures, des commandes, des avis de livraison, des avis de paiement. C'est des documents, ça peut être des PDF, des documents Word. Toutes les flèches du schéma pour le stagiaire de 3e. Toutes les flèches du schéma. Juste avant. Voilà. Alors nous, on s'est présenté, mais on a besoin de savoir un peu aussi quel est votre positionnement. Alors, qui dans la salle pratique ou a pratiqué Scrum déjà? Si vous vous reconnaissez là-dedans, levez la main s'il vous plaît. Waouh, c'est l'unanimité. C'est super, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on parte sur le principe que les gens connaissent Scrum, parce que sinon on va pas réexpliquer Scrum. Merci. Si jamais vous êtes perdu vous pouvez demander à votre voisin, forcément, votre voisin ou votre voisine a fait du Scrum apparemment. Qui connaît LESS ou a déjà pratiqué LESS? Joli. Et un autre framework. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient pratiqué un autre framework d'agilité à l'échelle? Ok, donc il y a des récidivistes et des multi-frameworks. Ok, super. Alors, ce qu'on a décidé pour cette présentation, c'est, donc on vous dit, c'est un retour d'expérience. Pour ça, on va suivre comme ligne de guide les principes LESS. Donc, LESS définit un certain nombre de principes qui nous encouragent à utiliser. Et on s'est dit que c'était une bonne occasion, en fait, de vous concrétiser certains de ces principes en vous illustrant comment nous, on les vit chez Esker. Et donc, on va suivre cet élément-là comme fil rouge. Alors, si tu fais un petit clic, voilà, hop. Ceci dit, on ne va pas vous présenter, on ne va pas rentrer dans le détail sur tous les principes de LESS, parce que sinon, on en aurait pour toute l'après-midi, voire plus. On a décidé de zoomer sur certains. Donc, en particulier, on va parler d'un principe qui est donc LESS, Large Scale Scrum, is Scrum. Et donc, on reviendra un peu sur en quoi ça ressemble beaucoup à Scrum. Ce qui fait que vous retrouvez aussi d'autres principes comme la transparence, le contrôle empirique de process qui sont très très liés à Scrum. Enfin, je veux dire, ils font intégralement partie de ce qu'est Scrum. Donc on se concentrera sur celui-ci, mais vous pouvez, vu que vous connaissez presque tout Scrum, vous pouvez imaginer de quoi on parle quand on parle de transparence de process empirique. On parlera de more with less, de focus sur l'intégralité du produit. Et il y a certaines parties sur lesquelles on passera, être centré client, c'est un principe de LESS. L'amélioration continue jusqu'à la perfection qui concerne à la fois l'organisation et le produit. On ne fera pas un focus sur l'amélioration continue aujourd'hui, ce sera peut-être pour l'année prochaine, on verra. On ne va pas vous parler de Lean Thinking, mais on est à Flowcon, donc c'est possible que vous ayez quelques idées de ce que c'est que le Lean Thinking. Évidemment, il faudrait une conférence entière rien que là-dessus, et il y en aura sur les 2 jours. Dans LESS, on retrouve aussi le principe de la pensée systémique, de réfléchir les problématiques sous leur aspect systémique. On a vu une conférence, par exemple, ce matin qui traitait de ça dans le domaine du SRE, etc. Et donc, on se concentrera pour cette présentation sur Large Scale Scrum is Scrum, Whole Product Focus, More with Less et Queuing Theory, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu quand même de file d'attente à Flowcon. Et donc, pour commencer, on va vous parler de Large Scale Scrum, c'est Scrum. Alors, c'est Scrum, mais c'est Scrum un peu différent, puisque c'est une approche de Scrum à l'échelle.
Et tel que ce principe est décrit dans la documentation LESS, la phrase qu'on a retenue pour le définir, c'est LESS, c'est du Scrum à plusieurs équipes. Ce n'est pas une collection de plusieurs équipes Scrum. Que veut dire ce principe par là? C'est que vraiment le principe de LESS, ça n'est pas de créer un framework qui serait construit autour d'équipes Scrum et qui rajouterait un ensemble de principes et de pratiques autour du fait qu'il y a des équipes Scrum. Je ne sais pas si vous connaissez des frameworks de ce style, ça peut exister. Imaginez, voilà, j'ai des équipes Scrum et en plus je rajoute des rôles, des pratiques, etc. qui font que je passe à l'échelle. Il y a des propositions comme ça qui existent. Voilà. Mais donc, vraiment ce que veut LESS, c'est dire on garde les principes et pratiques de Scrum et on est capable de les appliquer à l'échelle presque en n'ajoutant rien. Alors, on va peut-être concrétiser ça un peu mieux. Et donc, là, c'est vraiment le schéma LESS qui vous résume le fonctionnement de LESS dans lequel, effectivement, assez facilement, vous allez vous retrouver vos billes par rapport aux pratiques et aux rôles que vous avez dans Scrum. Alors, si j'essaie de vous le résumer, et en particulier de faire le focus sur ce qui peut être, sur ce qui est différenciant avec LESS, la base déjà, hein, évidemment, c'est que LESS, ça se pratique à plusieurs équipes Scrum. Donc là, on retrouve chaque ligne, quelque part, est une équipe Scrum différente. Okay, et donc, ce qui nous permet de passer à l'échelle, c'est qu'on a plusieurs équipes qui travaillent ensemble et qui travaillent ensemble sur le même produit. On y reviendra un peu plus tard. Et en termes de rôle, on retrouve exactement les mêmes rôles que dans Scrum et pas de rôle en plus. C'est-à-dire qu'on a des membres d'équipe de dev, des Scrum Masters et un Product Owner. Et quelque part, il y a un principe de base dans LESS qui est que donc, ces plusieurs équipes vont être... il n'y aura qu'un seul Product Owner qui va être rattaché à ces différentes équipes. En termes de taille, pour LESS, une organisation LESS, c'est entre 3 et 8 équipes maximum Scrum, okay, qui vont avoir, donc les tailles d'équipe sont celles définies par Scrum, et qui vont avoir un ou plusieurs Scrum Masters. On a un peu la latitude de déterminer le nombre de Scrum Masters dont on estime avoir besoin pour bien faire tourner les équipes. Par contre, effectivement, elles partageront le même backlog et le même Product Owner, et elles travaillent sur le même produit. Okay. En termes de déroulement, vous retrouvez au début du sprint vraiment les mêmes choses qu'en Scrum. Donc, on fonctionne par sprint. Chez nous, les sprints ont une durée de 2 semaines, qui est la même pour toutes les équipes. Et on démarre un sprint par un sprint planning. Et ce sprint planning est fait en 2 parties. La première partie, sprint planning partie 1, c'est plutôt une étape où le product owner va présenter les objectifs du sprint et où les différentes équipes vont se répartir ce qu'il y a à faire, vont se répartir les éléments du backlog entre elles. On a pris l'habitude de dire les stories et d'utiliser cet abus de langage chez nous. Donc, le product owner arrive avec une série de stories et elles se dispatchent entre les équipes et c'est le résultat d'une discussion. Et dans la partie sprint planning 2, là, c'est chaque équipe qui fait cette partie-là à part et qui va travailler sur les éléments qu'elle a sélectionnés. Donc, vous voyez dans ce schéma que le planning 1 est commun à toutes les équipes et le planning 2, en fait, est un rendez-vous de chaque équipe séparée. Et avec ça, on démarre notre sprint. Voilà, donc à peu près au milieu, il y a un événement qui s'appelle le Product Backlog Refinement, le PBR, qui est plus important en LESS qu'en Scrum. On y passe, alors en théorie, c'est une journée pour un sprint de 2 semaines. Dans mon équipe, par exemple, on y passe une demi-journée. C'est un événement important inter-équipe. Alors vous voyez là les événements inter-équipe, il y a le sprint planning, part 1, mais le part 2 est par équipe. Et après, à la fin, on a une rétrospective de sprint qui est commune aux 3 équipes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite barre noire sur la couche sprint review. Après, il y a une rétrospective par équipe, donc chaque équipe fait sa rétro comme dans Scrum. Et il y a un seul événement ajouté dans le framework LESS par rapport à Scrum, c'est l'overall rétrospective. C'est la seule réunion supplémentaire qui est faite par rapport à Scrum, et elle dure 1 heure chez nous. Et alors, ce qui est important, c'est qu'à la fin, il n'y a qu'un seul cadeau
il y a un potentially shippable increment. Donc toutes les équipes travaillent sur le même cadeau qui est livré en production toutes les 2 semaines. Voilà, donc ça scale alors en théorie jusqu'à 8 dans mon équipe. Moi, je suis product owner d'une organisation LES de 3 équipes. Mais comme on vous l'a dit au départ, on est 30 équipes chez Esker. Alors nous, ce que ça nous a apporté, c'est que c'est les mêmes rôles. On n'a pas ajouté de rôle. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas d'architecte, de lead développeur, de UX designer. Il n'y a qu'un seul rôle, c'est team member pour les équipes, PO et des Scrum Masters. On n'a rien ajouté. Et puis, ça nous a permis de conserver notre cadence de livraison. Donc, on livre vraiment toutes les 2 semaines en production, sans ajouter de complexité. Et ensuite, pour passer à 30 équipes, il y a une deuxième version de LES qui s'appelle Less Huge. Alors, retenez bien ce schéma, il y aura des questions à la fin. Non, alors c'est assez simple en fait. Là, ce qu'on voit sur le schéma, c'est 3 organisations LES accolées avec de multiples équipes. Et ça s'appelle Less Huge, ça permet de scaler jusqu'à, je ne sais plus combien. Très beaucoup. En théorie, beaucoup. D'après la théorie. En tout cas, nous, ça monte jusqu'à 30 équipes. Et alors, dans ce cas-là, il y a des product owners par organisation LES, qui s'appelle Area Product Owner. C'est ce que vous voyez sur la gauche. APO, c'est Area Product Owner. En théorie, il y a un super PO qui connaît tout et qui est capable de tout prioriser, le monde entier. Et à la fin, alors la différence aussi, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de synchronisation entre les organisations LES. Il y a des synchros entre les équipes au sein d'une organisation LES, mais pas entre les organisations. La synchro, elle est faite par une vue sur le backlog des Area Product Owners. Donc chaque Area Product Owner priorise et discute avec son équipe. Et puis à la fin, la différence, c'est qu'il y a quand même toujours un seul cadeau pour 30 équipes. Il y a un seul incrément, tout est mis en production en même temps. Ok, alors donc, voilà, merci d'être resté avec nous suite à ce cours théorique sur LES. Évidemment, on vous a promis un retour d'expérience, donc la question un peu qui se pose, qu'on va un peu creuser ensemble, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait chez nous. C'est-à-dire que là, on vous a présenté la théorie LES, on vous a dit on applique LES. Vous allez voir qu'il y a des petites nuances dans ce qu'on fait. Et si on prend un pas de recul, en fait, la question qui se pose quand on veut passer à l'échelle en Scrum, c'est que pour moi, il y a vraiment plusieurs alternatives possibles. Il y a une alternative qui ressemble à ce qu'on vient de vous présenter avec Less Huge, c'est de dire j'ai mon produit qui est énorme, mon produit il grossit, parce qu'il grossit, j'ai plus d'utilisateurs, j'ai plus de fonctionnalités, malheureusement j'ai énormément de succès, je fais rentrer des sous, et il y a toujours des demandes et de l'attente, et donc mon produit est appelé à grossir, et donc je suis naturellement amené à juste ajouter le nombre d'équipes qui travaillent sur mon produit. Donc c'est une stratégie de scaling, c'est dire plus gros produit, je dois être capable de faire travailler plus d'équipes sur un seul produit. Alors, on est tout là-bas. Et puis il y aurait une autre utopie agile qui serait de dire, en fait, ce qui est super dans Scrum, c'est l'autonomie des équipes. Donc il faut vraiment qu'on leur garde de l'autonomie. Donc on va plutôt avoir des petits produits. Donc au lieu de viser un très gros produit qui ne fait que grossir, je le découpe en plus petits produits et je suis capable à chaque fois d'avoir une équipe Scrum pour chaque produit et de répartir en fait la charge de travail de cette façon, c'est-à-dire plus je scale, plus je fais popper de nouveaux produits et des équipes dédiées à ça. Et donc avec un système très réparti. Et alors, l'énigme pour cette présentation, c'est que nous, on est quelque part entre les deux. Et vous allez devoir deviner où est-ce qu'on est. Et si vous avez faux, vous n'aurez pas la fin de la présentation. Voilà. Il y aura la réponse quand même. Non, il y aura la réponse. Et donc avant que vous ayez la réponse, on va parler un peu d'un deuxième principe qui est Whole Product Focus. Alors voilà, quand on scale, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on scale avec LES, c'est de garder le focus sur l'ensemble du produit et pas sur un composant ou une sous-partie. Mais la définition en fait de produit, elle peut aussi varier dans le temps. Donc si je prends mon smartphone par exemple,
Peut-être qu'il y a une dizaine d'années ou plus, il y avait une compétition au nombre de pixels par photo, et c'était de plus en plus gros, etc. C'était assez indépendant de la résolution des écrans. Si on veut une bonne expérience utilisateur, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des photos, 99%, sont regardées sur le smartphone qui les a prises, il faut que les deux soient alignés. Donc ça peut être défini comme des produits différents parce que c'est tellement compliqué qu'il faut découper, mais on pourrait aussi considérer que c'est qu'un seul produit et c'est ce que le client achète finalement qui compte. Donc c'est là-dessus finalement qu'on va se focaliser. Alors c'est quoi le produit chez Esker? Ouais. Parce que là c'était la partie compliquée. Donc j'en ai un peu parlé au début. En résumé, on a deux suites de solutions. Une suite pour le cycle source to pay, le cycle pour la gestion des fournisseurs, et une suite de solutions order to cash pour la gestion du cycle client. Okay. Donc ça aurait pu être un découpage produit. En fait, ça fait ça c'est notre gros produit Esker On Demand avec deux parties. Et donc finalement, il suffit qu'on mette plein d'équipes sur ce produit-là et on scale. C'est ça qu'on a fait en fait. Alors oui, ça aurait pu être une possibilité, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Parce que nos clients, alors, ils achètent rarement l'ensemble de la suite, c'est-à-dire à la fois source to pay et order to cash. Et même, ils achètent pas souvent l'ensemble de source to pay, l'ensemble de order to cash. Mais au fur et à mesure qu'on scale chez Esker, on vend à des comptes de plus en plus gros qui pourraient acheter l'ensemble de la suite. Mais on n'a pas décidé d'être 30 équipes sur l'ensemble de la suite parce que c'est quand même assez compliqué. Si vous voyez le slide suivant, en fait, il y a 13 applications dans ces suites de produits. Donc les applications, c'est ce que vous voyez là. On appelle ça une fleur chez nous. Et chaque pétale, c'est une application. Et c'est ça que les clients achètent. Donc par exemple, ils peuvent acheter la gestion des commandes clients. C'est le module qui s'appelle Order Management. Et d'ailleurs, quand on a commencé à 4 équipes, on vendait 4 de ces pétales. Ok. Eh ben donc c'est ce que je disais là. On est peut-être plutôt de ce côté, c'est-à-dire qu'on a réussi à découper notre produit en petits pétales, etc. Et puis on a distribué des pétales à nos équipes et on a grossi comme ça. En fait, c'est élégant, je trouve, comme façon de faire. Pas tout à fait, Samuel. Ok. Nos clients, effectivement, quand ils achètent la gestion des commandes clients, c'est les services clients qui achètent ce module, mais ils peuvent en acheter plusieurs. Et alors souvent, ce qui se passe, c'est que les services clients, ils achètent les 3 modules du service client. Donc là, ici, on a la gestion des demandes clients, c'est-à-dire la gestion de la mailbox du service client, la gestion des commandes clients et la gestion des réclamations. C'est des modules qui vont ensemble. Mais ils peuvent aussi acheter 4 autres pétales qui seraient le cycle invoice to cash, c'est-à-dire depuis la facturation jusqu'au paiement. Ça, c'est des modules qui vont être plutôt traités par la comptabilité fournisseur, par la comptabilité client, pardon. Et ils peuvent acheter en fait n'importe quel de ces modules, pas forcément toute la suite, indépendamment. Et donc c'est pourquoi finalement on a fini par découper le monde en 3, un petit peu par persona ou par département chez nos clients, pour refléter finalement les acheteurs chez nos clients et les utilisateurs chez nos clients. Donc le cycle source to pay, c'est la gestion des achats, customer service, le service client, et accounts receivable depuis la facturation jusqu'au paiement. Et finalement, ça fait des suites de solutions qui sont un peu intermédiaires entre on vend tout et on vend qu'une solution parmi les 13. Et alors, vous voyez bien qu'en plus, c'est assez compliqué d'être expert dans toutes les solutions, parce qu'il y a 13 applications. Et donc, la réponse à la question était à peu près par là. Voilà, c'est à peu près par là qu'on se situe. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est organisé d'une façon qui est... on a plutôt en fait un ensemble de gros produits avec une série d'équipes qui travaillent dessus. On n'est pas dans le modèle que des petites équipes autonomes, mais en même temps, on n'a pas non plus choisi un modèle où absolument tout le monde à la R&D peut travailler sur absolument n'importe quel des 13 pétales qu'on vous a présenté du produit, parce que ça nécessite en fait
des connaissances, ne serait-ce que des connaissances métiers et de contexte liés à ça. Et donc, on a cherché en fait un compromis. Et donc, ce compromis, on va vous le montrer tout de suite. Donc voilà, la R&D SCare, ça ressemble à ça. Chacune des grandes briques que vous voyez là, en fait, c'est une organisation LESS. Donc, c'est un ensemble d'équipes qui fonctionnent sur le mode LESS, mais avec des scopes différents. Et on n'est pas non plus complètement organisé dans un mode less huge, c'est-à-dire dans lequel toutes ces équipes interagiraient à chaque sprint, même si forcément il y a du travail ensemble. Mais on a plutôt un découpage autour des grandes suites, donc comme on vous a dit, source to pay, accounts receivable, customer service. Et on a aussi des équipes qui sont plus sur la partie plateforme, que vous voyez en bas, et qui vont avoir un rôle plus transverse, sur tout ce qui est la partie traitement de données, qui est un élément très important chez nous et qui est utilisé en fait par toutes les couches qui sont au-dessus. Sur la partie tout ce qui est framework web, sécurité, etc., où là aussi on a des équipes qui s'occupent de cette partie-là et qui à la fois développent des fonctionnalités et assurent un suivi du framework qui est utilisé par les autres équipes. Et puis mes petits chouchous, parce que c'est mon équipe en fait, il y a une équipe SRE qui assure les opérations et donc le suivi de la plateforme et de l'infrastructure. Donc c'est ce découpage-là que vous retrouvez, où vous voyez aussi que selon les périmètres, on peut retrouver aujourd'hui, parce que ça bouge tout le temps, mais entre 2 et 5 équipes pour chacun des groupes LESS d'équipes. Et pour complexifier un peu le travail de Samuel ou des équipes framework, on a aussi des équipes BizDev qui font des solutions dont j'ai absolument pas parlé sur ce framework, ou des partenaires qui développent des solutions sur ce framework. Qui ne sont pas dans les pétales qu'on vous a montrés. Qui ne sont pas dans les pétales qu'on a montrés. Donc juste en synthèse sur cette partie-là, si vous voulez, de façon assez organique et empirique, on a petit à petit fait un découpage qui est celui-là aujourd'hui, qui peut évoluer dans le temps, dans le futur, et qui n'est pas tout à fait celui de Less Huge, même si en fait on en reprend quand même des principes. Et ce qui est important aussi, c'est que les équipes métiers, donc par exemple moi mon équipe c'est Customer Service, peut intervenir partout dans le framework. C'est-à-dire qu'on peut enrichir le framework, ça servira à d'autres équipes. Il n'y a pas de limite entre les équipes métiers et framework. Ok. Alors on va poursuivre sur un autre principe qui fait, on va faire plus un zoom sur du coup quel est le fonctionnement de chacun de ces groupes LESS indépendamment. Et on va parler de théorie des files d'attente. Et donc, je pars du principe qu'on est à Flowcon, vous devez savoir de quoi on parle, avec vraiment le principe que une file d'attente, il faut à la fois l'optimiser, faire en sorte que notre délai de réponse aux attentes soit le plus rapide possible. Et aussi qu'on va essayer d'éviter de créer des files d'attente inutiles. Or, si on veut optimiser une file d'attente et avoir un délai de réponse rapide, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'éliminer les goulets d'étranglement. Alors, on a une difficulté par rapport à ça, c'est que dans LESS, il y a un goulet d'étranglement qui est hard-codé dans le framework. Et le goulet d'étranglement, c'est toi, Stéphane. C'est moi. Donc oui, comme vous avez vu dans l'organisation LESS, quand on rajoute une équipe, on ne rajoute pas un PO. Et moi, j'étais déjà bien occupé avec une équipe. J'avais du travail pour tous les jours, quoi. Donc prioriser des stories pour 2 équipes, c'est plus de stories, etc. Donc comment on fait pour scaler le PO? Alors maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc il y avait une solution, c'est le burn-out. Mais j'ai préféré pas cette option. Et sinon, il y a le Product Backlog Refinement, qui est un événement très important dans LESS. Parce que c'est le moment où on va raffiner les stories, les répartir entre équipes, les découper. Et en fait, la solution, c'est que les équipes deviennent plus autonomes sur le fonctionnel. C'est pour ça que dans nos découpages produits, on a vraiment fait un découpage fonctionnel. Donc mon équipe, il travaille au jour le jour, enfin l'organisation LESS travaille pour le service client. Donc ils connaissent très bien le fonctionnel des équipes clients. L'équipe qui travaille sur Invoice to Cash va connaître très bien le fonctionnel de la comptabilité ou de la finance. Et ça leur permet en fait de raffiner les stories, de les découper, de me proposer des stories
On discute de tout ça pendant le Product Backlog Refinement. Donc les équipes peuvent créer des stories. Simplement, on les revoit ensemble au PBR. C'est ce qui permet finalement de scaler le PO, c'est de déléguer de plus en plus de tâches. La définition des stories, la UX, les aspects sécurité, tout ça, c'est des critères qui sont écrits par les équipes. Comment ça se passe chez vous, un PBR? Peut-être tu peux... Oui, alors j'ai pris en photo, c'est notre tableau blanc. Donc on se regroupe, c'est en présentiel, une fois toutes les 2 semaines. C'est le jeudi avant le démarrage du prochain sprint. Donc on a mis ça, c'est 3 jours avant la fin du sprint. Parce que comme ça reste dans les mémoires pour le planning suivant. Et on se réunit en présentiel, donc c'est des délégués de chaque équipe qui viennent au bureau. Alors chez nous, c'est en présentiel, mais ce n'est pas le cas dans toutes les équipes. Mais on a essayé d'appliquer LESS vraiment by the book. Et ça se passe comme ça. Vous avez en haut le timing. Il y a 30 minutes où je vais présenter les stories qui peuvent être grosses ou petites. Je vais parler du but du sprint suivant. Ensuite, il y a 45 minutes où les équipes vont se décomposer en binôme ou en trinôme sur plein de tableaux. Donc on a un mur qui est probablement même plus grand que ça avec des tableaux. On fait des équipes mixtes, c'est ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire que les 3 équipes Scrum essayent de se mélanger pour la définition des stories. On parle du fonctionnel dans le backlog refinement et ils essayent de raffiner les stories. Dans cet événement, on essaye d'identifier les dépendances inter-équipes ou les compétences qui seraient éventuellement dans une des autres équipes LESS ou même ailleurs chez SRE ou dans des équipes framework. Et le but de tout ça, c'est aussi de ressortir avec une estimation un peu gut feeling. La souris, elle est S, M ou L, c'est des tailles de t-shirt. On ne va pas trop rediscuter si elle est S, M ou L. Par contre, si elle est XL, ça veut dire qu'elle ne tient pas dans le sprint. Et dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement, c'est quoi le first step? C'est quoi le premier pas qu'on peut faire pour attaquer cette story qui est trop grosse et dont personne ne sait quoi faire parce qu'elle est trop grosse en fait. Donc au lieu de se dire on va étudier la story et faire un grand story mapping de tout ce qu'il y a à faire, on va juste identifier un premier pas. Et on essaie de faire ce premier pas. Et on verra au sprint suivant. Et donc pour l'anecdote, dans mon équipe, qui est des contraintes assez différentes, SRE, on a une partie de l'équipe qui est aux États-Unis, et on le fait sur plusieurs jours, en asynchrone, en distanciel. Voilà, c'est 2 façons différentes de faire le PBR et on a vraiment cette latitude que chaque équipe organise ses rendez-vous comme elle le souhaite. Oui, il y a d'autres équipes qui font par exemple la première partie au cours d'une journée. Le PO présente les stories. Après, il y a une journée où les devs travaillent de leur côté et le lendemain, ils se réunissent pour la deuxième partie. Enfin, il y a plusieurs... il faut adapter, quoi. Il n'y a pas de recette. Et puis oui, on a des scribes qui prennent des notes de tout ce qui a été dit dans le PBR pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, dans cet objectif d'affinage par équipe et plus globalement dans le travail en LESS, il y a toujours un challenge qu'on a avec les membres des équipes. Vous savez que Scrum, c'est les équipes polyvalentes. J'ai toutes les compétences qu'il faut pour réaliser toutes les stories, tous les éléments du backlog au sein d'une seule équipe. Alors ça, c'est un idéal. Quand on passe à l'échelle, comme vous voyez, le périmètre des équipes ne fait qu'augmenter, le périmètre fonctionnel, le périmètre technique. Et donc ce challenge d'être polyvalent et de savoir tout couvrir, il est d'autant plus difficile à relever. Et donc c'est vraiment ce dilemme entre polyvalence et spécialisation avec lequel on a toujours à négocier. C'est-à-dire que notre but, c'est qu'il y ait de la polyvalence qui permette pratiquement que chaque équipe, quelque part, n'importe quelle équipe qui est disponible puisse prendre un élément du backlog et dire je vais travailler dessus et on va sortir de la valeur. Et en même temps, on sait bien qu'il y a des éléments sur lesquels on va avoir besoin d'expertise et on va avoir, des files d'attente, des goulets d'étranglement parce que dans telle équipe, il y a l'expertise pointue sur ce sujet-là dont on ne peut pas se passer pour. Donc notre but, c'est toujours d'améliorer le transfert de connaissances au sein de l'équipe et de prendre le temps d'aider les gens à monter en compétences. Mais en même temps, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est pas miraculeux. On ne peut pas avoir tout le temps les compétences nécessaires pour n'importe quel
nouvelles choses qu'on a à traiter dans le backlog et on compose avec. Il ne se passe pas une semaine dans mon équipe sans qu'on me parle de spécialisation. Et le dernier, je pense que c'est le dernier, ouais, le dernier principe dont on va vous parler, c'est more with less. Alors, qu'est-ce que c'est more with less? Eh bien, c'est probablement que je te donne moins de moyens, mais je te demande d'en faire plus. Non, c'est pas ça. Donc, on vous a parlé vraiment de la manière dont Less permet de partir de quelques équipes Scrum et scaler et accompagner cette croissance. Il y a aussi vraiment ce principe de dire on n'a pas besoin de beaucoup plus de rôles et de process pour traiter tous les problèmes auxquels on fait face. Et donc vraiment, l'approche de Less, c'est de dire ne rajoutez pas de complexité à votre organisation pour résoudre les problèmes. Basez-vous plutôt sur la délégation, l'autonomie en fait, dans les équipes. Et vous allez voir que ça va se résoudre tout seul, un peu comme tu disais tout à l'heure. En fait, juste du Scrum et vous allez voir, ça ira bien. Bon, il faut avoir la foi hein, quand même. On essaye de l'avoir. Et donc ça, on peut le voir par exemple au niveau des rôles qu'on a chez nous. Oui, donc les rôles chez nous, c'est ceux qui sont affichés. Les 3 du bas, vous les connaissez. Les Product Owners, les Scrum Masters et les équipes. Associé au rôle de Product Owner, on a un Product Manager qui est plutôt à leur côté marketing. Donc moi, j'ai un collègue Product Manager qui travaille sur le marketing, les ventes, les price lists, tout ce qui est commercial. Et on travaille beaucoup en binôme. Moi, je suis plutôt du côté de la R&D. Quand il y a des événements clients, on y va ensemble. C'est-à-dire qu'on essaye de parler aux clients. La théorie de Scrum, c'était 50% du temps, le PO doit parler aux clients et 50% il doit s'occuper de l'équipe. On essaye de faire ça. Et puis, on a un VP of R&D qui joue un peu le rôle de super PO. Alors non, il ne priorise pas sans story comme le dit la théorie de Less Huge. C'est vraiment les PO qui priorisent les stories. De temps en temps, il va faire de gros arbitrages sur des modules. Par exemple, s'il y a un produit dont le backlog est plein et un autre produit où ça va, les clients sont servis, le flux est continu, il va peut-être arbitrer sur des grosses fonctionnalités. Parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont communes à tous nos produits. Par exemple, la gestion des utilisateurs, que n'importe quelle équipe peut faire, et qui des fois sont tellement grosses que ça noierait le backlog d'un produit et qui ne serait pas possible à faire. Donc la plupart du temps, ça va dans des équipes plateformes, mais les équipes plateformes aussi peuvent être surchargées, donc ça peut être une feature team qui prend le sujet. Alors ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps ça arrive, et en général c'est quand même en lien avec le produit. C'est-à-dire que ce n'est pas une feature, une fonctionnalité, pardon, qui est complètement alien au produit sur lequel on travaille. Par exemple, en customer service, on ne va pas travailler sur des fonctionnalités qui sont vraiment comptabilité ou finance. Donc il va être là simplement pour faire des gros arbitrages. Ok, et donc comme je vous disais, pour arriver à en faire plus avec moins de process, moins de rôles, ou en tout cas pas trop en plus, ce sur quoi on se repose, c'est vraiment l'auto-organisation. Alors l'auto-organisation ou les équipes auto-managées, c'est quelque chose que vous retrouvez dans Scrum, et c'est de garder ce principe-là tout en passant à l'échelle, c'est-à-dire, encore une fois, de ne pas rajouter de complexité à notre organisation, malgré le fait qu'on est 200 maintenant. Alors je peux donner quelques exemples, si tu reviens. Vous êtes fait spoiler la suite. Donc, des exemples assez simples. Donc, moi, je vous disais, c'est avec des équipes avec quand même pas mal d'autonomie. J'ai pu en voir dans mon parcours à plusieurs endroits. Je pense que j'ai jamais rencontré des équipes qui avaient le niveau d'autonomie des équipes d'Esker, en particulier sur des entreprises de cette taille-là. Un exemple, c'est le recrutement. Dans mon équipe, quand on recrute une nouvelle personne, en fait, notre process, c'est on va avoir un certain nombre de personnes de l'équipe, de membres de l'équipe qui vont être volontaires pour faire les entretiens. On va avoir 2 entretiens avec ces membres de l'équipe après que les RH nous aient passé le profil. Si ces entretiens se passent bien, que les 5-6 personnes concernées par les entretiens se réunissent et disent oui, on y va, ou non, on n'y va pas, eh ben, on embauche la personne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une contre-validation par un manager
l'équipe a l'autonomie de décider, de qui elle recrute. Un autre exemple, c'est les outils. Il y a beaucoup de liberté de choix des outils chez Esker. Dans mon équipe, par exemple, on a décidé d'utiliser Notion. C'est peut-être un outil que vous connaissez. Et donc, on fonctionne comme ça. On est la seule équipe de la R&D à utiliser Notion. C'est un super outil, ceci dit. Et puis, d'autres équipes ont choisi d'autres outils qui correspondent à leurs usages. Et il y a cette liberté-là, en fait. Il n'y a pas de volonté d'uniformiser, de déterminer un seul meilleur outil et une seule meilleure pratique pour l'ensemble de la R&D. Si une équipe sait dire pourquoi elle a fait la demande d'utiliser un outil particulier ou autre, eh ben c'est OK, ça peut se faire. Un autre exemple qui est récent et qui me semble important, tiens, vas-y, c'est la constitution des équipes. Alors ne cherchez pas à lire ce qui est écrit, de toute façon, vous n'y comprendrez rien. Mais ce que vous avez illustré là, c'est un atelier qu'on a fait au mois de novembre dans mon équipe, où en fait on a fusionné 2 équipes, et donc mon équipe a grossi de façon radicale. On est passé de 16 ingénieurs à 24 du jour au lendemain, et il fallait qu'on gère ça. Et évidemment, il y avait la question de, donc vous avez vu tout le diagramme de tout à l'heure, hein, comment on constitue les nouvelles équipes maintenant qu'on a fait plus 50%. Et la réponse, c'était vous allez le faire, c'est-à-dire vous, les membres d'équipe, c'est vous qui allez décider de comment vous allez constituer les nouvelles équipes. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce tableau. Je ne vais pas vous décrire tout, mais c'est un atelier d'une journée qu'on a animé, dans lequel en fait on a challengé, on a constitué des petits groupes de 3 personnes, et chaque groupe avait la responsabilité, ce que vous retrouvez là dans chacune des feuilles avec moult post-it. Chaque groupe a constitué une proposition de constitution d'équipe. C'est-à-dire qu'ils étaient à 3 et devaient dire « Ok, demain, si on démarre avec des nouvelles équipes, c'est quoi pour toi pour vous la meilleure composition ? Faites la meilleure proposition possible à 3. » Et on va en avoir, donc là on en a 7 du coup, et derrière on a organisé un vote, une discussion, etc. pour composer ça, sachant que on s'était mis d'accord sur les critères qui composaient une bonne équipe, et c'est ce qu'on retrouve au-dessus, c'est-à-dire de l'autonomie, de la polyvalence, un équilibrage des seniorités, ce genre de choses. Donc c'était déterminer les critères importants pour l'équipe, laisser l'équipe constituer des propositions et voter pour celles qu'elle préfère en fait. Et donc le choix de découpage de ces équipes, qui sont donc 4 équipes en France, il a été fait par les membres d'équipe eux-mêmes et pas par un manager, sachant que c'était amusant parce que tout en étant une équipe habituée à l'autonomie, il y a eu un peu un moment où certains membres de l'équipe pouvaient dire et si le chef il décidait et il nous composait les équipes, ça nous éviterait un casse-tête très difficile. Et puis au final, vous voyez, ça s'est bien passé. Dernier élément d'autonomie, je pense, qui est intéressant à aborder, en fait, c'est toute la question de la gestion des dépendances, parce qu'on vous l'a dit, il y a à la fois dans chaque groupe laisse plusieurs équipes, et par ailleurs, du coup, des silos, faut le dire, hein. Chacun de ces groupes laisse qui a l'habitude de bien fonctionner ensemble, ils sont à l'aise dans leur laisse, et puis des fois, il faut qu'ils aillent parler aux autres. On va avoir des dépendances pour débloquer des stories, pour avancer, pour se donner les moyens les uns les autres. Par exemple, il y a plein d'équipes qui peuvent dépendre de la mienne. Alors, comment on résout ces dépendances-là ? C'est un peu pareil, quoi. Si possible, on va pas passer par les chefs, on va pas passer par les Scrum Masters ou autres, mais on va définir des patterns qui permettent de faire en sorte de gérer ça. Donc il y en a un qui est très simple, qui est décrit dans l'Est, c'est le pattern des voyageurs, c'est-à-dire de dire une équipe a besoin d'une expertise qu'elle n'a pas pour faire une story. Je vous disais tout à l'heure, on fait la polyvalence autant qu'on peut, sauf quand on ne peut pas. Si on ne peut pas, il nous manque une compétence. On va chercher une bonne personne, on lui dit si tu venais avec nous pour le prochain sprint, et cette personne, elle voyage, elle va dire à son équipe si c'est OK pour vous, le prochain sprint, je le passe là-bas, et puis je les aide à faire ce truc-là, ça a de la valeur, et on y va. Et en fait, ça se négocie à ce niveau-là. Il suffit que tout le monde soit bien informé, et il n'y a pas de... je vais dire des mots que je déteste, mais il n'y a pas de répartition des ressources entre chefs de projet. Donc ça se gère vraiment au niveau des équipes. Un autre exemple, c'est les communautés de pratique, où là, on peut avoir tout un tas de problématiques, d'enjeux techniques ou fonctionnels qui dépassent une seule équipe et qui sont communs à plusieurs groupes LESS. Dans ce cas-là, en fait, on met en place des communautés de pratique qui vont discuter de cette technologie-là, de ces enjeux et de comment la faire vivre au sein de la R&D.
Et ces communautés de pratique, elles vont être potentiellement aussi demandeuses et émetteuses de stories. Elles vont alimenter les backlogs de choses qui vont permettre d'évoluer, utiliser de nouveaux outils, supprimer de la dette technique. Et puis vraiment, quand on n'y arrive pas et qu'on se rend compte qu'on a un challenge qu'on n'avait jamais vu, mais qui dure un certain temps et qui nécessite vraiment une composition particulière d'équipe qu'on n'a pas, et ben on crée une task force et on lui donne un objectif et ils travaillent ensemble pour le temps qu'il faut et puis après ils rejoignent leurs équipes respectives et puis ça peut fonctionner aussi, quoi. Voilà des exemples d'initiatives transverses aussi, multi-équipes, très régulièrement. À peu près tous les 2 mois, on organise un Tech Day dont le but principal est de partager les bonnes pratiques entre les différentes équipes LESS et justement de faire sortir du giron des équipes les bonnes pratiques, qu'elles soient techniques, surtout techniques ou organisationnelles, et qui sont intéressantes à connaître par les autres et que ça essaime dans les autres équipes. Voilà, et pour conclure, parce Ouais. que tout le monde a chaud maintenant, je pense. Ouais, il est chaud depuis longtemps, je pense. Ouais. Donc nous, le scaling finalement de l'agilité chez Esker, une des valeurs fondamentales de l'ES, c'était de garder en fait l'agilité chez Esker. Donc l'ES, c'est vraiment du Scrum à plusieurs équipes. Ça changeait pas fondamentalement ce qu'on faisait. C'est juste qu'on s'est mis à le faire à grande échelle, quoi. Et en même temps, on n'est pas non plus, comment dire, des intégristes du framework. Je pense qu'on y prend plein de bonnes idées et de principes, et pour l'essentiel, on y colle. Mais si on trouve utile de déroger, eh ben on déroge. Si on sait l'expliquer, je pense que c'est OK. Donc, savoir adapter les frameworks aussi. C'est pas parce que c'est écrit dans le framework qu'il faut faire comme ça. Voilà, le 4e principe Queuing Theory, c'est de déléguer aux équipes. Donc tous les aspects cybersécurité, il y a une COP, Community of Practice Cybersécurité, qui nous soumet des stories au PO. Il y a une COP UX, il y a des communautés de pratique inter-équipes. Et donc nous, on délègue beaucoup les PO parce que sinon, on n'arriverait pas à prioriser toutes ces stories. Et puis garder ce principe de rester simple, chercher à faire simple, que ce soit dans la manière dont on est organisé, que ce soit dans la manière dont on résout nos problèmes, que ce soit dans la conception technique de nos produits, viser la simplicité. C'est ce qu'on essaye de faire. Et merci à tous. Merci à tous. On est à l'heure. Y a-t-il des questions? Bonjour, merci. Moi, je vais mettre le pied dans le plat. Puisque vous parliez d'équipe autonome, je me pose la question, quel est le rôle du Scrum Master dans ce cas-là? Enfin, quel est l'apport? C'est une excellente question. Tu mets les pieds dans le plat quand même. Je pense que l'autonomie, déjà pour une équipe Scrum, en fait, le rôle du Scrum Master, c'est de l'aider à faciliter son autonomie. En fait. Et typiquement, moi, en fait, quand j'ai été plongé dans cet environnement où en fait, je passe de accompagner un groupe de 6-7 personnes à en accompagner 15, 16, 20, les challenges sont assez différents du coup, et il faut déterminer ou répartir ses efforts. Donc en fait, quelque part, il y a d'autant plus besoin d'autonomie dans les équipes, parce que le Scrum Master, il ne va pas pouvoir avoir le même niveau d'accompagnement auprès de chacun et de chaque équipe qu'il peut avoir, ou que moi j'ai pu avoir, par exemple, auparavant, quand j'avais forcément des plus petites équipes. En fait, c'est un peu comme le rôle du PO, mais on est un poil moins challengé, donc il se transforme. Après, si je ne pourrais pas rentrer dans les détails, parce qu'à un moment, je me disais, on pourrait faire une conf là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a plus des challenges sur l'interaction entre les équipes, ou sur des changements un peu plus radicaux, quoi, des améliorations qu'on peut aller chercher, qui aillent chercher plus loin, et qui en particulier vont aller impliquer plusieurs équipes LESS, et donc il va falloir les aligner entre elles. Et aligner 5 personnes, c'est pas simple. On a aligné 15 entre elles, voire 25 à travers 2 continents. C'est un tout autre challenge, et c'est assez amusant.
Voilà, j'espère que je réponds à ta question. En tout cas, moi, je peux témoigner qu'ils sont très, très occupés, les Scrum Masters, ils ne s'ennuient pas. Et les équipes s'appuient beaucoup sur eux, justement, pour trouver les moyens de s'auto-organiser. Alors, je vais enchaîner avec une question un peu qui fait la suite de ce que vous disiez. Moi, pour avoir bossé dans une organisation LESS, un des gros challenges qu'on a eu, justement, c'était à éviter que les équipes se spécialisent. Et en fait, on a vu qu'elles avaient tendance, malgré un peu les choses qu'on préconisait, à vouloir anticiper, par exemple, à se dire est-ce que je vais aller bosser sur ce sujet-là qui est dans le backlog ou pas. Et à ce moment-là, on voyait des phénomènes du genre ne participent au PBR que les gens qui pressentent qu'ils vont vraiment bosser sur la story. Et à force, ça faisait que les équipes se spécialisaient. Comment vous avez fait pour lutter contre ça ? Alors, c'est pour ça que j'ai mis un slide dessus, c'est parce que c'est un point d'attention permanent en fait. Donc en particulier, par exemple, quand on a composé, je vous ai montré l'atelier où on a recomposé nos équipes, il y a un principe de base qui a été reposé, c'est de viser la polyvalence technique. Dans mon équipe, c'est un challenge particulièrement important parce que, alors, je ne dis pas que dans les équipes de dev, c'est facile, hein, mais au niveau SRE, sur l'infra, on a une quantité de technologie à maîtriser qui est juste incroyable. Et c'est vrai que je dirais que la première chose, c'est que c'est pas facile tous les jours pour les membres de l'équipe. C'est-à-dire que des fois, ils peuvent se sentir un peu débordés de niveau de scope qu'ils ont à avoir dans la tête pour arriver à travailler sur ce qu'on fait. Donc, ouais, c'est un vrai challenge. Et en même temps, on y voit le bénéfice aussi. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas d'être dans la religion de la polyvalence, mais c'est de se rendre compte que dans l'année, en fait, les attentes, les choses sur lesquelles on doit travailler, c'est très cyclique. Ça varie. D'un coup, on peut avoir un gros challenge qui émerge et qui nécessite certaines compétences dont ça fait 6 mois qu'on touche très peu. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ça. Et ce qui nous permet de nous adapter à ça, c'est la polyvalence. Donc, on pose la polyvalence comme un principe. Quand les membres de l'équipe disent ouais, non, mais c'est trop dur, là, il faudrait qu'on soit tous réunis, tous les experts, machin, on va dire plutôt il y a déjà les PBR pour faire ce genre de choses. Faites des rendez-vous dédiés pour ça, etc. Et puis c'est un élément de responsabilisation et de délégation, quoi. C'est de dire ouais, le meilleur expert de cette techno-là, il n'est pas dans ton équipe, mais je suis sûr que tu peux y arriver quand même, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais, merci pour ta question, parce que oui, effectivement, c'est un vrai gros challenge. Et je me posais une autre question soulevée par le point sur la gestion des dépendances et le fait qu'il y a des personnes qui vont passer d'une équipe à une autre. Pardon. Et donc, je me posais la question autour des objectifs. Comment est-ce qu'il y a des process de gestion d'objectifs, à quel niveau et comment ça s'ajuste, ça s'adapte ? Alors moi, en fait, je ne gère pas trop ça. C'est-à-dire, je gère mes priorités. Et quelque part, j'ai une attente que les équipes s'organisent autour de mes priorités. Donc, ça répond aussi un petit peu à votre question. C'est-à-dire que si j'ai 3 équipes, s'il y a 3 stories qui sont attendues par les clients à la fin du sprint, je vais essayer de les mettre en prioritaire et je vais proposer qu'elles soient réparties sur les 3 équipes. Après, ils vont communiquer entre eux pour se transférer les compétences qu'ils n'ont pas. Parce que oui, sinon, ils vont dire cette story, elle va plutôt là parce qu'ils ont les compétences, et puis celle-là, tiens, celle-là aussi, et puis celle-là aussi, et puis à la fin, il y a tout un sprint qui va sur une équipe et les 2 autres font rien. Et c'est pas ce qui se passe en fait. C'est que les équipes essayent de bien respecter les priorités et de prendre un petit peu des stories de chaque. C'était pas la question. Ah. Non. Donc ça, c'était la version courte. C'est clair que dans un contexte, mais je pense que c'est pas propre à Alès ou quoi. C'est que dans un contexte agile, c'est vrai que ce qu'on va attendre des membres d'équipe, en fait, c'est vraiment l'adaptabilité, d'être capable d'être présent quand il y a de nouveaux, quand on découvre des nouvelles choses et qu'il faut s'adapter. Donc quelque part fixer à l'avance des objectifs longtemps à l'avance sur lesquels les personnes vont être évaluées,
de façon très rigide en disant il faut que tu aies fait ça, alors qu'en fait on sait que les priorités du backlog peuvent changer, c'est contradictoire. Donc un management par objectif très carré, je pense que c'est difficilement mixable avec l'agilité. Ceci dit, on peut insister plus sur des comportements attendus, ce genre de choses, sur être capable de monter en compétence sur telle technologie, par exemple, donc d'avoir des objectifs un peu plus génériques et qui soient réalistes. Mais forcément, si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui va dire tiens, cette année, je monterai bien à fond en compétence sur l'administration et l'architecture open search, et qu'il se trouve que dans l'année, en fait, on a des énormes projets sur du Postgre, et ben, il va se trouver qu'il va plutôt faire du Postgre et qu'à la fin de l'année, on dira bah, bravo, tu es monté en compétence sur cette techno et c'est super en fait. Voilà. Je dirais pour faire rapide, la question c'est est-ce qu'il y a des objectifs collectifs ou individuels, et je dirais pour faire rapide, il y a des objectifs individuels mais qu'on essaie de faire de la nature ce que je te décrivais, et est-ce qu'il y a des objectifs collectifs? Non. Moi, je dirais oui. Les principaux objectifs, c'est jouer le jeu des équipes Scrum Agile. Donc, ce qu'on retrouve dans les fiches de poste de team member, c'est ça, en fait, les objectifs qu'on va évaluer chaque année. C'est-à-dire le team play, la collaboration, l'amélioration continue. Il y a déjà, en fait, tout ce qu'il faut dans Scrum pour faire une fiche de poste, quoi. Et donc, c'est ça qu'on évalue. Après, on croise ça avec l'expérience. C'est-à-dire, en fonction de la montée en compétences des gens, on attend d'eux plus de systémisme, c'est-à-dire d'actions impactantes au niveau R&D. Donc, investissement dans les community of practice, dans les tech days, dans des conférences, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous utilisez votre propre solution en interne? Alors ça, c'est une super question. Oui, on utilise nos propres solutions en interne. Pas toutes, encore. Pas toutes, et je réfléchis. Oh, déjà, c'est bien. Ce que vous l'utilisez, c'est déjà une bonne nouvelle. Et la réponse courte est oui. Une question beaucoup plus complexe. Comment est-ce que vous faites pour garantir une cohérence architecturale tant sur la partie business que sur la partie tech? Alors, sur la partie business, on a des réunions entre product owners qui sont assez fréquentes. Donc, moi, par exemple, j'ai une réunion spécifique pour le prochain sprint avec le VP R&D et les product owners de cycle Order to Cash, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interactions dans Order to Cash entre Customer Service et Invoice to Cash. Et je vais aussi à l'autre réunion côté Purchasing, parce que le Purchasing, c'est le pendant de... Enfin, les achats, c'est le pendant de le traitement des commandes chez les fournisseurs. On a toutes les semaines des PO meetings, côté fonctionnel. Et côté tech... Je peux essayer rapidement. Côté tech, entre autres, il y a les communautés de pratique. Ce qu'on vous montrait dans le schéma organisationnel, c'est qu'il y a vraiment tout ce socle technologique commun, vraiment le framework interne qui fait que les différentes équipes s'appuient surtout sur des briques communes. Voilà. Et l'autre chose que je peux dire aussi, c'est comment on garantit la cohérence. Des fois, il y a divergence. Et des fois, même, il y a des équipes qui divergent. Et il y en a certaines qui trouvent des meilleures façons de faire. Et donc, je pense que ça va aussi avec l'agilité, c'est d'accepter que des fois... on explore plusieurs pistes et puis on en trouve certaines meilleures, certaines pas, et que c'est ça qui permet d'avancer, quoi. Donc voilà, on n'a pas une cohérence 100%, et c'est peut-être pas forcément l'objectif. Et je crois qu'on est au bout du temps, c'est ça? Allez. Ok, j'ai le micro, j'en profite. J'avais une question sur l'autonomie des équipes. Tu as pris l'exemple du recrutement délégué aux équipes. Moi, ce que j'aime savoir, c'est le revers de cette médaille-là. Comment vous décidez de sortir quelqu'un de l'équipe? Est-ce que ça se décide par l'équipe ou pas? Alors, j'ai dit qu'il y avait chaud et qu'il faisait chaud. Alors, attends. Oui, donc en particulier, donc il y a le process de recrutement, il y a aussi le process d'accompagnement sur la période d'essai. Ça aussi, c'est cadré en fait au sein de l'équipe. On a des rendez-vous au milieu de la période d'essai où en fait l'équipe va faire des feedbacks aux nouvel arrivants. Et en particulier, on va se dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont potentiellement à risque pour que tu restes ou pas? Et qu'est-ce qu'on espère qu'est-ce qu'on attend qui changerait, qui ferait que
Si ça change, bah, c'est OK, et on se tapera tous dans la main à la fin de ta période d'essai. Et si ce n'est pas le cas, ben, au moins on aura été transparent sur le fait que ça ne marche pas. Et ça remonte de l'équipe. Et pour les cas plus compliqués, si vous avez une recette magique à ça, je veux bien. Mais je dirais que ça, là, pour le coup, c'est quand même pas mal les Scrum Masters et les managers qui prennent leur rôle une fois qu'il y a un certain nombre de remontées du terrain, des gens dans les équipes qui disent là, il y a vraiment un problème. Et souvent, et c'est de là que ça vient. Ben, à un moment, il faut prendre son courage à deux mains. Et puis en plus, en France, c'est des processus très longs et compliqués. Et voilà, c'est ce que je dirais là. Et je propose qu'on fasse une dernière question, parce que ne restons pas sur... Oui, une dernière rapide. Sur ce truc-là, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation inspirante. Ça a l'air tellement simple quand vous le décrivez comme ça. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est quoi les premiers pas justement pour aller vers une organisation less? Et deuxième question, quel est le rôle des managers? On finit simple. Tu veux que j'y aille Alors, le premier pas pour faire du less, c'est de savoir faire du Scrum. Et c'est même valable pour d'autres frameworks qui se baseraient sur Scrum. Imaginons qu'il y en ait d'autres. Voilà. Et or, je pense qu'on saute souvent ce premier pas. Voilà. Et je pense que quand même, si on a un Scrum qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que vraiment, on livre de façon régulière et voilà, ce challenge est passé et il y a vraiment de l'autonomie de l'équipe, etc. Finalement, commencer à le faire à plusieurs équipes, ça, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que ça se fait de façon organique. Voilà. La deuxième partie, c'était sur les managers. Alors, notre formateur LESS, il nous a dit, si vous avez des managers, voilà ce que vous pouvez faire. Parce que ce n'est pas un rôle dans LESS, mais la loi française oblige qu'il y ait un manager qui fasse au moins un entretien de carrière une fois par an. Donc ça fait partie des duties du manager. Après, le quoi faire, le product owner, il a son backlog. Donc la partie quoi, c'est géré par le backlog. La partie comment, c'est plutôt de l'auto-organisation. Et donc le rôle du manager, il est réduit à peu de choses. Du coaching, de la gestion de carrière, et puis parfois du off-boarding. De l'équipe, ça peut être aller dans une autre équipe. Mais justement, c'est très peu. Merci beaucoup.